Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne c'est trop compliqué ? Ce podcast est fait pour vous et si vous l'appréciez, sachez que vous pouvez le soutenir à partir d'€1 par mois grâce au lien Patreon que vous trouverez en description. Vous aurez aussi accès à plus de contenu. Merci d'avance pour votre soutien. À l'heure où plusieurs de nos partenaires pressent la conclusion d'un accord de libre-échange avec le Mercosur, le risque est réel. Car, et j'insiste sur ce point, mesdames et messieurs les députés, l'accord tel que la Commission l'envisagerait n'est pas acceptable et le gouvernement français et le président de la République s'y opposent donc pleinement, résolument. C'est normal qu'on s'oppose à un accord qui ne va pas dans le bon sens d'un point de vue commercial, économique et pour l'agriculture. Ce vote est très important parce que ça permettrait de dire que l'Assemblée nationale française n'est pas d'accord avec le Mercosur tel qu'il est aujourd'hui et donc d'obliger Emmanuel Macron à demander une renégociation. Vous venez d'entendre Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture française, Marc Fesneau, le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, et Sandrine Rousseau, députée écologiste à l'Assemblée nationale aussi, au moment du débat et du vote sur l'accord commercial UE-Mercosur qui a eu lieu à l'Assemblée juste avant des discussions et un vote similaire au Sénat. Sans surprise, cet accord a fait la quasi-unanimité contre lui. 484 députés sur les 577 demandent à ce que la France ne signe pas le projet d'accord commercial en l'état. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va parler de ce fameux accord UE-Mercosur. De quoi parle-t-on ? Pourquoi d'autres pays sont pour et surtout, pourquoi la France est-elle contre ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors, l'UE-Mercosur, c'est un projet d'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, en l'occurrence l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay ainsi que la Bolivie, mais sans le Venezuela qui a été suspendu en 2017. Et tenez-vous bien, les négociations durent depuis 1999. Cet accord prévoit de faciliter les échanges commerciaux entre les deux continents en supprimant quasiment totalement les droits de douane sur des quotas déterminés. Alors, les pays du Mercosur, ils aimeraient bien nous vendre du bœuf, des matières premières stratégiques comme le cobalt ou le lithium, du poulet, du miel. Bon, là, je vous donne que quelques exemples. Et puis nous, en Europe, on aimerait bien de nouveaux débouchés pour nos voitures, nos alcools, le vin, mais aussi le cognac, nos fromages ou encore nos machines. Mais dans l'accord, on a aussi des pans plus politiques. Par exemple, l'Europe demande aux pays du Mercosur de respecter les accords de Paris sur le climat et d'agir contre la déforestation. Voilà pour les grandes lignes. Je vous ai donc dit que cet accord, il traînait depuis des décennies, notamment parce que les négociations sont fastidieuses et aussi parce qu'il y a eu des blocages par le passé. Je pense notamment au moment où le président d'extrême droite, Bolsonaro, était au pouvoir au Brésil. Résultat, les pays qui sont pour cet accord, ils aimeraient bien qu'on avance un peu là. Et pourquoi pas du 5 au 7 décembre, je sais pas, au hasard, il y a un sommet du Mercosur. Ça serait peut-être pas mal pour toper. Mais ça, c'était sans compter un pays d'irréductibles gaulois, en l'occurrence nous, la France. Pourquoi ? Parce que dans la liste des produits que le Mercosur aimerait bien nous vendre, on a beaucoup de produits agricoles. Et en France, on est une grande nation agricole, le premier pays agricole de l'Union européenne même. Alors beaucoup s'inquiètent de voir arriver sur le marché du bœuf pas cher, par exemple, parce que le coût de la main-d'œuvre est moins cher, qu'il est produit dans des exploitations plus grandes qui ne respectent pas forcément nos normes sanitaires. Un audit de la Commission européenne montre par exemple que le Brésil ne peut pas garantir que la viande rouge qu'il exportera dans l'Union européenne n'aura pas été dopée à l'œstradiol. L'œstradiol, c'est une hormone de croissance interdite depuis des décennies en Europe. Une fois que je vous ai dit tout ça, vous comprenez qu'en plus des agriculteurs qui mènent un peu la fronde, vous avez les écologistes qui aimeraient bien qu'on mange pas des choses un petit peu trafiquées aux hormones. Donc ces écologistes rentrent dans la danse. Et puis vous avez ceux qui rentrent aussi parce qu'ils sont tout simplement opposés au traité de libre-échange. Et puis il y en a d'autres qui s'y opposent parce qu'ils estiment que les quotas négociés il y a 20 ans sont devenus obsolètes. Je prends un exemple. Moi, j'ai été tournée dans une usine qui produit de l'éthanol, du bioéthanol pour les voitures.
Et quand les quotas ont été négociés, c'était au début des années 2000 et on avait l'impression que d'ici 20 ans, toutes les voitures rouleraient à l'éthanol ou qu'en tout cas, le marché allait exploser. Donc on a négocié des quotas qui étaient pas très importants, mais qui sont devenus trop importants parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'en 2024, le marché de l'éthanol, c'est pas si foufou que ce qu'on pensait et que du coup, les quotas, ils sont peut-être un peu trop importants par rapport à l'état du marché actuel. Vous aurez donc compris que beaucoup de monde en France est contre cet accord parce que la France, en fait, perdrait trop de plumes par rapport aux avantages que le pays a l'impression de tirer de cet accord UE-Mercosur. Mais la France, elle est un peu isolée dans cette affaire parce que face à elle, il y a l'Allemagne, par exemple, qui est vraiment pour cet accord UE-Mercosur. Ça permettrait d'avoir de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés pour son industrie automobile qui est plutôt à la peine en ce moment. Ça lui permettrait aussi d'envoyer des produits manufacturés. On a aussi le Portugal qui est plutôt pour l'accord, en raison notamment, mais pas que, de liens historiques avec les pays d'Amérique latine. Et puis on a l'Espagne aussi qui pousse. Et pour en savoir plus, j'ai posé quelques questions à mon super collègue Mathias Araez qui a toujours les yeux rivés sur l'Espagne. Écoutez. Salut Mathias. Salut Audrey. Merci beaucoup de répondre à mes questions. Pourquoi l'Espagne est pour cet accord UE-Mercosur? C'est le gouvernement espagnol, principalement, qui est favorable à cet accord avec le Mercosur pour plusieurs raisons. Pedro Sánchez, il a avancé notamment le fait que, vu l'élection de Donald Trump aux États-Unis, l'Espagne et plus largement l'Union européenne ne devraient pas se priver de nouveaux alliés. Qui plus est, avec des sociétés, alors ça c'est ses propos à lui, c'est des sociétés qui ont des liens sociaux, culturels, historiques avec l'Europe, mais plus précisément avec l'Espagne. Donc tout simplement parce que ce monde devient chaque fois plus instable, il se dit qu'il faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Ce serait aussi une manière de peut-être, c'est ce qu'ils avancent, c'est ce qu'avancent les ministres espagnols et notamment Pedro Sánchez, c'est que ce serait une opportunité pour exiger aussi plus de normes aux pays sud-américains, notamment en matière environnementale. La semaine dernière, c'est le ministre de l'Agriculture espagnol, Luis Planas, qui disait qu'il fallait pas, il fallait aussi déconstruire les idées reçues sur le Mercosur et aussi arrêter avec tous ces faux semblants que aujourd'hui l'Europe ne peut pas se permettre de se recroqueviller sur elle-même vu le contexte géopolitique notamment. Les États-Unis vont devenir des partenaires de plus en plus coriaces. La Chine ne nous fera aucun cadeau non plus. Donc, il faut diversifier ses marchés, diversifier ses alliés. Bon, l'argument selon lequel on ferait plier le marché sud-américain sur les normes environnementales, il n'y a pas beaucoup, mais c'est une piste quand même qui est avancée par les ministres espagnols. Et alors, ça peut paraître étonnant par rapport à ce qui se passe en France, parce que l'Espagne, c'est aussi une grande nation agricole. Et là, on voit les agriculteurs français qui se mobilisent. La France qui est vraiment contre cet accord en disant que les agriculteurs vont être finalement la monnaie d'échange. Pourquoi c'est pas le cas en Espagne? Et où ça se trouve, c'est le cas en Espagne, mais on le voit pas. Alors, c'est le cas aussi en Espagne, Il y a des pour et il y a des contre. C'est ce que je te disais, c'est que le gouvernement est pour, mais au sein de la société espagnole, c'est bien plus partagé qu'on ne le croit. Alors, parmi les pour, on retrouve les puissants producteurs d'olives, d'huile d'olive, de vin aussi, qui sont des agriculteurs, mais en Espagne, on exporte énormément de vin. Pour eux, ce serait un véritable dumping. Il y aurait un grand boom en avant parce que le marché sud-américain est demandeur de ce genre de produits. Et ça leur permettrait, avec la fin de ces barrières douanières, d'exploser leurs exportations. Parmi les pour, on retrouve aussi toute l'industrie de l'alimentation animale, qui a énormément besoin de matières premières qui ne se produisent plus ou presque plus en Europe. Je pense au maïs, au soja. Ça leur permettrait aussi de faire venir toute cette matière première, de la retransformer et de la vendre ensuite aux agriculteurs. Du côté des contres, tu l'as dit, il y a tous les agriculteurs espagnols que je dirais plutôt traditionnels, notamment les éleveurs, pour les mêmes raisons que les éleveurs français. C'est que les normes du Mercosur, elles sont beaucoup plus souples, notamment en matière d'environnement, de nourriture animale. Donc, comme ils sont beaucoup moins regardants sur la qualité, ça fait baisser les prix et ça crée notamment une crainte de voir disparaître des emplois dans la filière. Trop bien. Merci beaucoup, Mathias. Je t'en prie.
Voilà pour la situation en Espagne. On sent qu'il y a des divisions, mais quand on fait la balance sur l'ensemble du pays, le pour l'emporte. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Mathias, ceux qui sont dans le camp du pour, et pas forcément en Espagne en fait, disent qu'il faut qu'on arrive à développer de nouveaux liens commerciaux avec d'autres parties du monde, qu'il faut qu'en fait qu'on montre les muscles et qu'on ne se recroqueville pas sur nous-mêmes, notamment au moment où on a la Chine qui est une grande puissance et qui va pas forcément nous vouloir du bien, qui a d'ailleurs les yeux rivés sur les fameuses matières premières stratégiques comme le cobalt ou le lithium qui peuvent aider la transition écologique. Donc en gros, si l'Europe ne signe pas cet accord, ou en tout cas ne met pas la main, je mets des grosses guillemets, sur ces fameuses matières premières, la Chine, elle regarde ça d'un œil très intéressé. Et puis on a aussi les États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump, le retour de Donald Trump au pouvoir, qui va pas être hyper sympa avec l'Union européenne. Donc en fait, l'idée, c'est d'éviter de se recroqueviller sur nous-mêmes et d'aller tisser de nouveaux liens, de nouveaux accords pour continuer d'exister de manière commerciale dans le monde, mais aussi de manière géostratégique et géopolitique. Voilà pour les arguments du camp du pour. Alors, je vous ai un petit peu expliqué la situation en France, je vous ai dit quels étaient les arguments des pays qui sont en faveur de cet accord. Alors maintenant qu'on a dit ça, on en est où et est-ce que la France peut bloquer seule cet accord ? Alors là, c'est le moment où on va rentrer dans la partie un peu technique, donc je vous propose d'accrocher vos ceintures parce qu'on va parler de compétences. Pour l'instant, le texte, il mélange de la politique et du commerce international notamment. Et sur la politique, vous le savez peut-être parce qu'on l'a déjà dit ici, les États membres gardent la main. Un pays peut donc mettre son veto et tout tombe. En gros, sur ces sujets, il faut vraiment l'unanimité. Donc, on pourrait s'arrêter là, avec la France qui met son veto et tout tombe. Les pays qui sont plutôt pour l'accord et la Commission européenne qui aimerait bien avancer pensent donc sérieusement à scinder l'accord en deux. En gros, de mettre une partie politique qui serait pour le coup sacrifiée puisque la France mettrait son veto, peut-être même d'autres pays. Donc en gros, la partie politique tombe et en fait, on aurait un deuxième texte où là, on aurait finalement que la partie commerce international. Et ça, c'est une compétence qu'on a déléguée à l'Union européenne, que tous les pays membres ont déléguée, en disant « Commission européenne, charge-toi de cette histoire ». Donc là, il n'y a plus besoin d'unanimité, il faut un vote à la majorité qualifiée. Si la France veut bloquer le projet, elle ne peut plus mettre son seul veto, elle a une tâche qui devient plus difficile, elle doit réunir ce qu'on appelle une minorité de blocage. En gros, elle doit prendre 3 pays potes, et ensemble, ils doivent représenter plus de 35% de la population européenne. Et à eux 4, France incluse, qui représentent les 35% de la population, en tout cas plus de 35% de la population, et ben là, ils peuvent empêcher l'accord de se faire. Alors vous l'imaginez, la France, elle a commencé son petit lobbying pour essayer de convaincre d'autres États membres. Dans son camp depuis peu, il y a la Pologne. Et ça, c'est un soulagement parce qu'entre la France et la Pologne, ça représente la moitié des fameux 35% de la population européenne qu'il faut trouver. Donc déjà, on est plutôt bien avancé. Mais qui d'autre pourrait tomber finalement dans l'escarcelle ? Alors on pense à l'Italie, parce que le ministre de l'Agriculture, qui est un proche de Giorgia Meloni, a dit récemment qu'il était contre l'accord UE-Mercosur en l'état. Donc ça, c'est plutôt un bon point. On pense aussi à l'Autriche ou encore aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est un pays qui aime bien les accords de libre-échange, mais en même temps, il a aussi une grosse population agricole, donc voilà, il est un petit peu tiraillé entre les deux. Et puis je lisais un article d'Anne-Camille Becquelinck dans les dernières nouvelles d'Alsace qui est hyper intéressant. En fait, elle explique que le lobbying dont je vous ai parlé pour aller convaincre les autres États membres, en fait, il allait sûrement se faire derrière la Pologne. En gros, c'est la Pologne qui va mener la fronde et pas la France qui est pourtant un des premiers pays à s'y être opposé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on apprend que toutes les tentatives françaises, elles suscitent en fait de la réticence auprès des autres pays européens, auprès de nos partenaires, parce qu'en fait, on est extrêmement arrogant. Et donc, l'idée, ce serait de donner nos arguments à la Pologne en lui disant « Allez, go, tu mènes la fronde parce que peut-être que elle a des manières un petit peu plus arrondies, un peu moins arrogantes de négocier et d'essayer d'emporter l'adhésion. » Ça montre, et ça c'est mon avis, qu'on a quand même une perte d'influence de la France qui est quand même non négligeable parce que là, on ne peut pas mener la fronde, on n'est pas leader parce qu'en fait, on saoule tout le monde.
Donc voilà, c'est un papier que je trouve hyper intéressant. Je vous propose de le retrouver. C'est dans les dernières nouvelles d'Alsace. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà où on en est en ce moment. C'est vraiment les négociations, le lobbying, les discussions pour savoir qui est dans le camp du pour, qui est dans le camp du contre. Est-ce que la France va réussir à sa minorité le blocage ? Eh bien ça, on le saura dans les prochains jours à mon avis. En tout cas, cet épisode sur le projet d'accord commercial UE-Mercosur touche à sa fin. Merci à Mathias Araez pour son éclairage précieux sur ce qui se passe en Espagne. Je vous donne rendez-vous sur Blue Sky ou sur Instagram en attendant le prochain épisode. Et je vous dis à très vite.